Très très bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir. Je remercie tout d'abord monsieur le professeur Pichot-Bravard, qui est donc maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Monsieur Pichot est docteur en droit, enseigne l'histoire des idées politiques ainsi que l'histoire des institutions, notamment à l'Institut catholique d'études supérieures. Et monsieur Pichot-Bravard vient de faire paraître aux éditions Via Romana un ouvrage consacré à la Révolution française. Et aujourd'hui, cette conférence traitera donc des fondements idéologiques et de la légitimité du pouvoir en place. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci au rédacteur du Rouge et Noir de m'avoir invité pour cette conférence. J'y suis d'autant plus sensible de la part d'un site d'une telle qualité et je profite de l'occasion pour souligner tout le bien que je pense du travail que vous faites depuis des mois et des mois, qui est un travail d'une très très grande qualité. Alors, nous allons aujourd'hui parler essentiellement de la notion de légitimité. La légitimité du gouvernement, d'une part, c'est le premier aspect. Qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement est légitime? Qu'est-ce qui fait qu'il ne l'est pas? Et également la légitimité de la loi, la relation entre la légalité et la légitimité. Aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, on a tendance, pas dans cette pièce, mais dans la société en général, à considérer que tout gouvernement qui est démocratique est légitime, et que tout gouvernement qui n'est pas démocratique ne l'est pas. On a tendance à faire de la démocratie le critère de la légitimité du gouvernement. Et puis, dans le même temps, on a tendance à considérer que dès lors que la loi a été adoptée dans le respect des règles prévues par la Constitution, et bien que cette loi est légitime. Et en réalité, la notion de légalité a absorbé la notion de légitimité. Voilà. Alors, cette manière de définir la légitimité, qui définit finalement la légitimité en fonction de l'origine du pouvoir, cette manière de définir la légitimité est une manière propre à notre société contemporaine. On n'a pas toujours défini la légitimité de cette manière-là. Pendant longtemps, la légitimité du gouvernement a été définie non pas en fonction de l'origine du pouvoir, mais en fonction de la finalité du pouvoir. L'exact contraire. Était légitime, selon la définition donnée par les disciples de Socrate, notamment Platon, et puis le disciple de Platon, Aristote, était légitime le gouvernement qui poursuit le bien commun. Alors le bien commun, cela implique concrètement le règne de la justice, cela implique la sécurité, cela implique la satisfaction des besoins élémentaires, mais le bien commun, c'est aussi la communauté du bien, la communauté des gens de bien. Et le bien commun, dès lors, suppose la vie harmonieuse de ceux qui veulent bien vivre. Voilà, vivre bien. Et c'est ce qui explique l'importance que cette philosophie classique, à commencer par Aristote, et puis ensuite Cicéron, accorde à une notion complètement évanouie, qui est la notion d'amitié politique. L'idée que le lien qui unit
les membres de la cité entre eux est un lien d'amitié, un lien de bienveillance. Alors ça s'explique très bien d'ailleurs. La cité, les cités qu'Aristote observe au IVe siècle, ce sont de petites communautés, quelques villages autour d'une ville fortifiée, autour du temple du dieu de la cité. C'est ça. Quelques centaines de citoyens, quelques milliers tout au plus, tout le monde se connaît, et surtout, tous ces citoyens sont plus ou moins cousins ou alliés entre eux. Donc ce lien d'amitié découle de l'importance de la famille. La cité est une famille de familles. Voilà. Et cette cité-là que décrit Aristote, elle a été la réalité de nos communautés rurales jusqu'à une date qui n'est pas si lointaine. Voilà. Et tous ceux qui ont fait un peu de généalogie savent bien que un village s'est réuni d'abord des cousins plus ou moins éloignés et des alliés. Voilà. Les 4/5 de la population sont des gens qui ont des liens de famille entre eux plus ou moins éloignés. Donc l'amitié. L'amitié politique auquel Aristote accorde autant d'importance, dans l'éthique à Nicomaque en particulier, puis Cicéron qui parle de concordia, la concorde, l'union des cœurs, en insistant sur le fait que cette amitié, eh bien, il revient au gouvernement de l'entretenir avec soin. Voilà. Et cette amitié, elle suppose une relation particulière entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, qui rend l'obéissance plus aisée, parce que on obéit plus facilement quand on obéit par amitié, et qui tempère l'autorité, l'exercice de l'autorité, en ordonnant l'exercice de cette autorité à une finalité bénéfique, justicière. Voilà. Le gouvernement est bâti sur le modèle de la famille. Voilà. Et cette idée-là, elle a nourri toute la philosophie classique et les institutions qui étaient nourries de cette philosophie jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au début du XVIIIe siècle. Alors, on définissait le gouvernement autrefois en fonction de la finalité. Dans cette finalité, il y a l'idée de justice qui est très importante. Et avec cette idée de justice, on touche à la question de la légitimité de la loi. Voilà. Longtemps, lié à cette conception du gouvernement, s'est imposée une conception de la loi affirmant que la loi est la décision qui doit, ce n'est pas simplement un commandement, c'est d'abord l'acte qui permet de faire régner la justice. Voilà. Et c'est parce que la loi recherche la justice qu'elle est légitime. Voilà. Si ce n'est qu'un commandement, et que ce commandement est injuste, alors ce commandement n'est qu'un caprice, le caprice de celui qui tient la barre, un caprice de tyran, et ce caprice n'emporte pas, n'exige pas l'obéissance. Voilà, on n'est pas tenu par un caprice de tyran, on est tenu par une loi juste. Voilà. La loi juste, c'est ainsi que saint Augustin définit la loi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une loi est juste? Eh bien, pour les anciens, elle est juste parce que elle contribue au règne de l'équité. Elle est juste parce qu'elle respecte un ordre naturel des choses qui est supérieur à la volonté de ceux qui gouvernent. Elle est juste parce que elle respecte ce qu'Aristote définit comme la justice naturelle et ce que Cicéron appelle la loi naturelle. Voilà.
Alors, nous allons d'abord nous intéresser à cette conception traditionnelle de la légitimité. Voilà. Et voir l'importance qu'occupe la notion de droit naturel dans cette conception. Et puis, nous allons ensuite nous voir comment cette notion de légitimité, elle a été déformée, détournée et parfois niée, purement et simplement, par la modernité philosophique. Voilà. Ce seront les deux aspects de cet exposé. Alors, d'abord, la conception traditionnelle de la légitimité. Au 5e siècle à Athènes, la démocratie athénienne, en devenant plus populaire, a accordé moins d'influence aux magistrats de l'aréopage qui étaient chargés d'être un petit peu les gardiens du droit. Et au contraire, elle a donné davantage d'influence à l'ecclésia, une ecclésia qui était manipulée par les orateurs, manipulée par ceux qui avaient reçu les leçons des sophistes, par ceux qui avaient appris des sophistes à plaider le pour et le contre avec la même conviction, qui avaient appris des sophistes, notamment de Protagoras, que l'homme est la mesure de toute chose, qu'il n'y a rien de bon, rien de juste, ou qu'on ne peut pas le connaître, et puis s'il y a quelque chose de bon et de juste, ce n'est bon et juste que tant que la cité le décrète. Et face à cette dégradation, il y a eu une réaction avec Socrate, d'une part, et avec Sophocle. Et Sophocle, à Athènes, montre magistralement ce que sont les données du problème. Je vous rappelle cette pièce intitulée Antigone, très connue, qui raconte l'opposition de la jeune Antigone à son oncle le roi Créon. Le roi Créon avait pris des dispositions contre des hommes qui s'étaient révoltés contre son autorité. Sauf que ces dispositions présentaient un caractère excessif. Alors, il avait prévu la peine de mort pour les rebelles, pourquoi pas, mais il avait aussi prévu que les rebelles qui seraient tués, ou ceux qui seraient exécutés, seraient privés de sépulture. Et donc, ce faisant, il poursuivait les rebelles au-delà de la mort. Or, refuser la sépulture à un corps dans le monde grec, c'est condamner l'âme à errer jusqu'à la fin des temps. C'est lui refuser le repos. Donc, il poursuit, c'est une peine éternelle que prononce le roi Créon. Et puis, à cela s'ajoute le fait que Créon interdit aux proches, aux parents, aux amis de ces personnes tuées de leur rendre les devoirs qu'ils sont appelés à leur rendre. Et donc, il nie le droit des proches à porter le deuil, à rendre à leurs défunts les marques de respect auxquelles ils ont droit. Et Antigone, alors parmi les rebelles, il y a Polynice, l'oncle du roi Créon, le frère d'Antigone, et Polynice est tué, et Antigone, refusant d'obéir à l'ordre de Créon, donne une sépulture à son frère. Et là, Créon lui tombe dessus. Connaissais-tu le décret que j'avais édicté? Ben, bien sûr que je le connaissais. Bien sûr. Mais il n'a pas été édicté par les dieux. Il n'est pas conforme
à cette règle immuable et supérieure qui s'impose à tous, y compris au roi, qui s'impose à celui qui a le pouvoir. Voilà, parce que il n'est pas juste d'interdire à des proches de porter le deuil d'un défunt, à des amis, à des parents de porter ce deuil. Eh bien, cette loi est injuste, et une loi injuste, aussi rigoureuse soit-elle, en conscience, ne contraint pas à l'obéissance. Voilà. Alors, ici, Sophocle montre bien l'opposition qui, tout au long de l'histoire institutionnelle, oppose ces deux conceptions du droit, l'idée d'un droit qui est simplement l'expression de celui qui a le pouvoir, de la volonté de celui qui a le pouvoir, ou de ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Ce qui a donné l'école du positivisme juridique, et puis d'autre part, l'école de ceux qui considèrent que la loi ne doit être obéie qu'à la condition d'être juste, à la condition d'être légitime. Voilà. Et que si elle n'est pas juste, eh bien, on n'a pas à l'obéir. Voilà. Et donc l'idée qu'il y a des règles de droit qui sont supérieures aux règles positives, supérieures à la volonté de ceux qui ont le pouvoir d'édicter des normes. Voilà. Et ça a donné naissance à l'école du droit naturel. Voilà. Alors, cette notion de droit naturel, on la voit au cœur de la réflexion d'Aristote. Aristote aborde cette question du droit et de la justice dans 3 de ses œuvres, dans la politique, où il traite de la nature de la société, de la notion de justice, de la constitution de la cité, dans les éthiques, et notamment dans l'éthique à Nicomaque, où il traite de la morale et de la justice, enfin dans la rhétorique, où il traite du rôle de l'avocat. Et Aristote définit la justice d'une part comme une vertu et d'autre part comme une action. Et il dit, dans les deux cas, la justice consiste dans l'attribution équilibrée des choses. Elle relève du juste milieu. Elle consiste à donner à chacun la part qui lui revient. L'homme juste, dit-il dans l'éthique à Nicomaque, est celui qui est apte à accomplir par choix délibéré ce qui est juste. Celui qui, dans une répartition à effectuer, n'est pas homme à s'attribuer dans le bien désiré une part trop forte et à son voisin une part trop faible, mais donne à chacun la part proportionnellement égale qui lui revient, et qui agit de la même façon quand la répartition se fait entre des tiers. C'est celui qui donne à chacun la part proportionnellement juste. Alors il dit, cette justice, elle peut être arithmétique, quand elle attribue à tous la même part, et c'est ce qui est exigé lorsque l'on a affaire à des personnes qui sont sur un pied d'égalité. Dès lors, il faut donner à chacun la même part. Mais donner à chacun la même part n'est pas toujours juste. Je commence souvent par là avec mes étudiants, leur expliquer que justice et égalité ne sont pas deux mots interchangeables. Ce que certains ont tendance à croire. Alors je leur donne un exemple très simple à comprendre. Je leur dis, au moment des examens, si justice et égalité sont interchangeables, le temps de correction de copie va être réduit à peu près à 5 minutes. 150 copies, on s'accorde sur un chiffre. 14, ça vous convient? Alors là, je vois des mines assez réjouies en se disant, on n'en espérait pas tant, et il suffit que je mette le même chiffre à tout le monde. Mais ce sera profondément injuste, puisque, évidemment, celui qui a beaucoup étudié, qui mériterait 18, sera sous-noté, et celui qui n'a rien fait, qui a rendu une copie blanche, eh bien, se retrouvera à avoir 14 points qu'il n'a pas mérité. Voilà. Et là, nous dit Aristote, lorsque la situation n'est pas égale, eh bien, il faut attribuer à chacun la part qui lui revient selon son mérite, la part proportionnelle. Voilà. Et puis,
D'autre part, poursuivant la réflexion, Aristote définit la justice politique, et au sein de cette justice politique, et là nous arrivons au cœur du sujet, il distingue entre la justice naturelle et la justice légale. Voilà ce qu'il écrit dans l'Éthique à Nicomaque. La justice politique est de deux espèces, l'une naturelle et l'autre légale. Est naturelle celle qui a partout la même force et ne dépend pas de telle ou telle opinion. Légale, celle qui, à l'origine, peut être indifféremment ceci ou cela, mais qui, une fois établie, s'impose. Cette définition, elle exige qu'on s'y arrête un petit peu pour la décortiquer. Car là, on a un certain nombre de critères de distinction entre les deux formes de justice. La justice naturelle, premier critère, elle est fondée sur la nature, alors que la justice légale est fondée sur la volonté de l'homme. Premier critère de différence. Deuxième critère, la justice naturelle, elle est objective. Elle a partout la même force. Alors que la justice légale, elle est subjective. Elle dépend de telle ou telle opinion. Troisième critère, la justice naturelle, elle a une autorité en elle-même. Alors que la justice légale a besoin d'être établie pour s'imposer. Elle a besoin d'être promulguée. Quatrième critère, la justice naturelle est stable, alors que la justice légale est changeante. Alors, s'agissant du contenu de cette justice naturelle, Aristote ne dresse pas de liste, et les jurisconsuls romains n'en dresseront pas davantage. Il faut lire l'œuvre et repérer au passage des éléments qui se rattachent à cette justice naturelle. Alors on y retrouve l'idée que la société est naturelle à l'homme, que l'homme est naturellement un être social. Une cité est la communauté des lignages et des villages menant une vie parfaite et autarcique, dit-il dans la politique. Deuxièmement, on y retrouve l'union de l'homme et de la femme en vue de la procréation. Bon, déjà à cette époque-là. Troisième point, il y a le lien d'amitié entre les membres de la cité. Quatrième point, il y a la recherche d'une vie heureuse, la recherche du bien et du juste. Cinquième point, il y a l'existence au sein de la cité d'un gouvernement qui doit veiller à la conduite des affaires communes, doit poursuivre le bien commun, doit veiller à cette communauté du bien vivre. Et par conséquent, la conduite de ce gouvernement doit être confiée aux meilleurs. Voilà. Aux meilleurs, à ceux qui sont au sens le plus large, les plus vertueux. La prudence faisant partie de ces vertus, évidemment. Et puis, il y a la propriété privée des biens. Ça fait partie de cette justice naturelle. Alors, Aristote a exercé une influence considérable, et notamment sur les juristes romains. Et en particulier sur le plus éminent d'entre eux, Marcus Tullius Cicéron. Cicéron, quand il avait 20 ans, a fait ce que font les jeunes gens bien nés de la société romaine. Il est allé en Grèce, passer 1 an et demi, visiter les différentes cités et faire le tour des écoles philosophiques. Alors il a picoré, il a vraiment fait le tour. Il est allé suivre les cours des platoniciens, des aristotéliciens, des stoïciens, des épicuriens, il est allé voir tout le monde, des sceptiques, tout le monde. Et puis il s'est tricoté sa philosophie. Bon. Alors il a laissé la philosophie épicurienne de côté, la philosophie sceptique, et il a conservé essentiellement le stoïcisme et l'aristotélisme, avec une petite pointe de pensée platonicienne. Voilà. Et d'Aristote, il a conservé notamment la méthode. Et de là, il a voulu appliquer au droit la méthode qu'Aristote avait suivie pour les autres disciplines intellectuelles.
Et cela l'a conduit à vouloir définir les mots, les concepts, opérer des classements. Et dès que l'on touche au droit, le premier concept qu'il a fallu définir, c'était ce concept de droit et l'idée de la loi naturelle. Et de la loi naturelle, Cicéron nous offre dans le De Republica une définition qui est la plus complète et la plus belle qui ait été rédigée sous l'Antiquité. Je cite, le texte est un petit peu long. Il est une loi véritable, la droite raison. Pas n'importe quelle raison, la raison droite. Bien. Conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, donc elle est supérieure à la loi positive, ni rapportée en quelque partie, ni abrogée tout entière. Ni le Sénat, ni le peuple, ceux qui détiennent la souveraineté à Rome, ni le Sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Ni le Sénat, ni le peuple. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Elle ne sera pas autre à Rome, autre dans Athènes. Elle ne sera pas demain autre qu'aujourd'hui. Mais dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi régnera toujours, une, éternelle, impérissable. Et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu lui-même, au singulier, ce qui est singulier tout de même, 6 décennies avant la naissance du Christ, ou 5 décennies. Bon, mais là, on sent l'influence aristotélicienne et platonicienne. Dieu lui-même donne naissance, sanction, publicité à cette loi que l'homme ne peut méconnaître sans se fuir lui-même et sans renier sa nature. Tout est dit. Tout est dit. Alors, cette notion de droit naturel ou de loi naturelle, on la retrouve chez tous les grands jurisconsuls romains, avec un petit tâtonnement. Les uns parlent du droit des gens, les autres de la loi naturelle. Il y a un petit tâtonnement dans la définition, et il reviendra au digeste rédigé sous la conduite de l'empereur Justinien autour de 530, d'opérer la synthèse de tout cela. Et dans les compilations justiniennes, dans le digeste, le droit naturel reçoit 3 définitions différentes. Bon. Il est d'abord un droit toujours bon et équitable. Un droit toujours bon et équitable. Ius semper bonum et equum. Il est commun à tous les êtres animés. Deuxième point. Et ce droit est commun à tous les peuples. Il est immuable et d'origine divine. Voilà. On retrouve donc ces 3 critères importants. Alors cette notion du droit naturel, évidemment, elle s'est trouvée confortée, renforcée et en même temps éclairée d'une lumière nouvelle par l'influence du christianisme. Bien. Alors, saint Augustin, évidemment, qui a tendance à absorber la loi naturelle dans la loi divine. Bien. Mais saint Augustin rappelle, et ce point est tout à fait important, que la loi est d'abord l'acte qui sert à faire régner la justice. La loi est juste. Voilà. Une loi qui n'est pas juste n'est pas une loi. Et cette idée-là, elle va nourrir toute la pensée médiévale. Les médiévaux sont profondément nourris de cette idée. La loi, c'est l'acte juste. Un acte injuste n'est pas une loi. Voilà. Alors le Moyen-Âge, en histoire des idées, ça dure jusqu'à Mazarin, jusqu'au XVIIe siècle. Hein, c'est au milieu du XVIIe siècle, on sort du Moyen-Âge, pas avant. Les conceptions classiques, les conceptions médiévales, elles dominent encore sous Henri IV et sous Louis XIII, même si elles sont attaquées par des influences nouvelles. Voilà. Et c'est de cette idée, la loi doit être juste pour être la loi, que
naîtra dans l'ancienne France l'idée que le roi justicier, quand il légifère, doit prendre certaines précautions. Il doit prendre le conseil de gens sages et éclairés. Le roi ne décide jamais seul. Et le conseil, ce sont ses ministres. Ça peut être le très grand conseil, une assemblée de notables ou même les états généraux. Mais c'est aussi et d'abord le Parlement. Le Parlement auquel il adresse, à partir du XIVe siècle, XIIIe et XIVe, ses commandements pour qu'ils soient enregistrés, couchés dans les registres, pour qu'on en conserve la mémoire. Et le Parlement a le devoir de vérifier, en vertu d'ordonnances royales de 1318, de 1320, de 1344, qu'il n'y a rien dans l'ordonnance, dans le commandement du roi, qui soit contraire à la droite raison et à la justice. Voilà. Et cette vérification qu'opère le Parlement, vérifier que ce que décide le roi est conforme à la droite raison et à la justice, eh bien, elle est une garantie puissante. Et elle donne une consistance à ce que les historiens ont appelé l'état de justice. Un état de justice à côté duquel notre état de droit n'est qu'un ersatz bien pâle. On pourra y revenir. Alors, cette autorité du droit naturel, je chausse des bottes de 7 lieues pour aller de siècle en siècle. Cette autorité, elle est réaffirmée dans le décret de Gratien, qui, au XIIe siècle, autour de 1140, à Bologne, établit une mise en ordre et une synthèse du droit canonique. Bien. Et puis on la retrouve évidemment chez saint Thomas d'Aquin. Chez saint Thomas d'Aquin, qui rend au droit naturel son autonomie propre, dans sa théorie de la loi. Chez saint Thomas d'Aquin, il y a 3 ordres, 3 lois qui sont placées dans une hiérarchie, les unes par rapport aux autres. Il y a la loi éternelle, qui est en Dieu et qui le régit. Il y a la loi naturelle, qui est l'expression de l'ordre du cosmos, de l'ordre naturel établi par le Créateur. Et puis il y a la loi positive, c'est-à-dire la loi établie par ceux qui ont le pouvoir de le faire, une loi qui est là pour répondre à tous les cas auxquels le droit naturel ne répond pas, ils sont nombreux, et qui est là également pour mettre en œuvre concrètement les exigences du droit naturel. Voilà. Alors, au moment où saint Thomas d'Aquin assure cette christianisation, cette réception de la pensée d'Aristote dans le monde chrétien,